comment augmenter sa désirabilité en tant qu'homme. Sur internet, dans les livres, par des amis, on entend tout type de conseils pour comment séduire les femmes. Pour vous dire, il y en a tellement que je serais même plus capable de les compter. En tant que scientifique, ces conseils n'ont pour moi aucune valeur s'il n'y a pas de science derrière. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va s'intéresser à exactement ce qu'en dit la science sur le sujet. Tout d'abord, pour rappel, dans mes précédentes vidéos, j'ai illustré que les hommes les plus attractifs recevaient la majorité de l'attention provenant des femmes. Par exemple, les 10% des hommes les plus attractifs reçoivent 60% des likes sur les applications de rencontres. Et pour être même plus précis, c'est 20% des hommes les plus attractifs qui reçoivent 80% des likes, des swipes à droite des femmes sur les applications de rencontres. J'avais aussi montré dans une de mes précédentes vidéos la corrélation entre appartenir à la triade noire et faire partie de ce top 10%, 20% des hommes les plus attractifs. J'aimerais aussi, avant de vous donner quelques conseils, vous parler du fait qu'il y a une énorme partie d'acceptation de soi à faire, étant donné qu'il y a des choses chez nous que nous ne pourrons jamais changer. La symétrie bilatérale de notre corps, notre faciès, notre taille, ce sont des exemples de choses que nous ne pourrons jamais changer. Par exemple, ce livre de Paul Ehrlich et de Sandra Kahn, tous les deux chercheurs à l'université de Stanford, met en évidence l'impact de notre mâchoire sur notre désirabilité en tant qu'individu. Et ce livre est vraiment choquant car ça a un impact au-delà de notre attirance mais aussi sur notre santé mentale et psychologique. De plus, ce n'est pas une fin en soi d'être désirable, attirant, d'avoir des relations amoureuses car une étude a montré que ce qui nous rendait le plus heureux en tant qu'homme, c'était l'impact qu'on pouvait avoir à travers la société, donc à travers une entreprise, à travers un groupe de personnes. C'est ça qui nous rendrait le plus heureux en tant qu'homme. De plus, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je veux m'attarder principalement sur ce que j'appelle la présélection, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant le date. C'est par exemple comment on se tient, quelle est la première image que les gens ont de nous, notre posture, etc., etc. Sans plus attendre, voici le premier type de conseil, notre apparence. Comme tout le monde s'en doute, ce qui peut changer dans notre apparence, c'est notre musculature. Des études ont mis en avant que rien que d'avoir une habitude d'exercice, de s'entraîner et de faire des efforts physiques avait un impact significatif sur notre désirabilité en tant qu'individu. Nous reviendrons d'ailleurs dans la suite de cette vidéo sur quel est le meilleur entraînement possible pour être le plus désirable. De plus, un nombre conséquent d'études met en évidence que prendre soin de son corps, notre barbe, notre coupe de cheveux, notre tenue, a un impact significatif sur notre désirabilité. Bon, ça c'est des choses que vous savez déjà. Maintenant, je vais m'intéresser à des sujets que vous ne connaissez pas et on va sans plus attendre parler de nos hormones. Nous allons parler de la première hormone, la testostérone. Donc la testostérone est une hormone stéroïdienne appartenant au groupe des androgènes et elle est sécrétée principalement par nos gonades. Ce qu'on sait de la testostérone aujourd'hui, c'est qu'elle est liée à une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale et l'amygdale a un impact significatif sur la peur. Cette zone est impliquée dans la détection de menaces. Différentes études mettent en évidence que la testostérone a un impact sur le seuil de ce qu'on peut considérer quelque chose d'effrayant et c'en est de même pour le stress. Pour résumer brièvement ce qu'on sait sur la testostérone, 1. La testostérone a un impact sur notre compétitivité. 2. Avoir un plus haut niveau de testostérone est corrélé avec un plus haut accès aux femmes. Les femmes avec un haut niveau d'œstrogène sont attirées par des hommes avec un haut niveau de testostérone. La testostérone est impliquée dans notre recherche de nouveautés. La testostérone aussi pourrait réduire notre anxiété et donc notre état de panique lorsqu'on approche une femme par exemple. De plus, grâce à cette hormone, après un effort, on a tendance à mieux se sentir. De même, que ce soit chez les humains ou les animaux, la testostérone a un impact significatif sur notre compétition intrasexuelle, c'est-à-dire la compétition entre les individus du même sexe, par exemple les femmes entre elles et les hommes entre eux. Et de même pour les femmes qui ont un haut niveau de testostérone, elles vont être plus engagées dans la recherche de partenaires et c'est notamment le cas lors de leur pic de fertilité où il y a un petit pic en testostérone le jour où elles sont le plus fertiles. De même, les hommes ayant un haut niveau de testostérone vont plus s'engager dans des comportements où ils pourront se sacrifier, souffrir pour protéger quelqu'un. Lorsqu'on a un haut taux de testostérone, on a tendance à moins ressentir la douleur. Enfin, la testostérone va aussi nous pousser dans notre désir de reproduction en tant qu'homme ou femme. À première vue, on pourrait se dire oui, la testostérone, il n'y a que des effets positifs, mais en fait, non, il y a aussi des effets négatifs.
Avoir un haut taux de testostérone, par exemple, peut nous réduire nos défenses immunitaires, augmenter notre chance d'avoir une crise cardiaque. Donc il y a aussi des effets indésirables que procure la testostérone. Cependant, ce genre de risque, il est réservé aux hommes ayant des très hauts niveaux de testostérone et je doute que dans votre expérience en tant qu'humain, vous aurez affaire une fois à ce genre d'expérience. C'est réservé vraiment à une minorité d'hommes et à des personnes qui se dopent principalement. Nous allons donc nous intéresser aux différents phénomènes qui diminuent nos taux de testostérone naturellement et qu'est-ce qu'on peut faire pour les augmenter aussi de manière naturelle. Tout d'abord, tomber malade réduit drastiquement nos niveaux de testostérone car on le sait, on a besoin lorsque nous tombons malade d'augmenter nos défenses immunitaires et le fait qu'on ait un haut niveau de testostérone les diminue. Donc évidemment notre corps aura tendance à diminuer nos niveaux de testostérone pour se rétablir. Un autre point hyper important, c'est la respiration par la bouche. Plus on va respirer par la bouche, plus on aura tendance à être moins oxygéné. Et en fait, l'idéal, ce serait de respirer le plus par le nez que possible. Et en fait, je parle surtout aux hommes parce que les hommes, on a tendance à surtout faire de l'apnée du sommeil, à respirer par la bouche aussi durant la nuit, à ronfler. Et en fait, ce phénomène, il est très mauvais et ça a un impact sur notre santé mentale, mais aussi sur notre santé physique. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment le plus que possible à respirer par le nez. Et ne vous inquiétez pas, plus vous respirez par le nez, plus vous serez habilité à respirer de plus en plus par le nez. En gros, il y a une vasodilatation des sinus. Cela a un impact hyper important sur notre bien-être au quotidien, mais aussi sur notre niveau de testostérone. Donc je vous encourage vraiment à respirer par le nez le plus que possible. Pour vous illustrer ce phénomène, il y a une expérience qui a été faite, elle est dramatique, sur 2 jumeaux, où l'un a eu une respiration classique par le nez et l'autre, pour le coup, lui n'a pas eu accès à cette respiration, il a dû respirer par la bouche et les résultats sont choquants. Cela a eu un impact terrible sur son physique, ses yeux se sont rabaissés, son menton s'est reculé, son visage s'est rallongé, il a perdu vraiment beaucoup d'attractivité juste parce qu'il respirait par la bouche. Différentes études mettent en évidence que respirer par le nez a vraiment beaucoup de bénéfices sur notre santé au quotidien. Et c'est le livre que je vous ai montré tout à l'heure qui le prouve. Maintenant, si tout va bien pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter naturellement vos niveaux de testostérone? Le conseil le plus facile à mettre en place, c'est d'appartenir à des milieux compétitifs. Il y a différentes études qui mettent en évidence que participer à des compétitions augmente naturellement nos niveaux de testostérone. Donc je vous recommande très clairement de vous inscrire dans un club sportif où il y a de la compétition. Et je vous rassure, gagner ou perdre aura un faible impact sur vos niveaux de testostérone. Cela aura un impact surtout sur votre niveau de dopamine, mais on en reviendra dans la suite de la vidéo. De même, il y a un mythe comme quoi éjaculer réduirait nos niveaux de testostérone. C'est faux. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va juste augmenter nos niveaux de prolactine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et ça va même augmenter temporairement nos niveaux de testostérone. Comme quoi, c'est contre-intuitif. Que l'on soit observateur de plus 10% ou que l'on soit participant, et là ça va monter jusqu'à 70%. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du phénomène actuel qui s'appelle NoFap, donc c'est l'abstinence. Et en fait, différentes études mettent en évidence que cette pratique pourrait augmenter nos niveaux de testostérone jusqu'à 400% par rapport au niveau de base. Donc c'est une bonne chose à faire si on veut augmenter nos niveaux de testostérone naturellement. Vous vous retenez de pratique pendant un certain laps de temps. Enfin, un dernier point que je voudrais mettre en évidence, c'est regarder de la lumière vive durant la première heure après son réveil a un impact significatif sur nos niveaux de testostérone. Donc c'est avoir accès au soleil ou la lumière de notre ampoule quand on se réveille, ça va être quelque chose d'important. De même, la chaleur, durant l'été, on a aussi tendance à avoir plus de testostérone que pendant l'hiver. Donc c'est aussi des choses qui vont avoir un impact sur nos niveaux de testostérone. Et ça me fait penser, par exemple, aux différentes pratiques comme le sauna ou les douches froides qui aussi auront des impacts sur nos niveaux de testostérone naturellement. Donc ce sont des choses que vous pourrez mettre en place dans votre vie quotidienne. Et enfin, je vais vous parler du sport, l'exercice, la musculation et quel impact cela a sur nos niveaux de testostérone. Et je vais aller dans les détails, par exemple pour les séances courtes et intenses, les sports d'endurance ou encore l'échec musculaire. Je vais développer ces 3 aspects plus en détail. Des études ont mis en évidence que nos niveaux de testostérone ont tendance à augmenter lorsqu'on pratiquait des séances de musculation comprenant entre 1 à 8 répétitions. Mais ça dépendait aussi des types de fibres mises en jeu. De même, des chercheurs ont mis en évidence que pousser des charges, mais pas jusqu'à l'échec,
amener la meilleure augmentation de testostérone et ça pouvait aller durer de 24 heures jusqu'à 48 heures après la séance. De même, des études ont mis en évidence que pratiquer des sports d'endurance de plus de 75 minutes avait un impact sur notre cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en fait, elle est inversement corrélée à la testostérone. Plus on a de la testostérone, moins on a de la cortisol, et plus on a de la cortisol, moins on a de testostérone. Donc les sports d'endurance ne sont pas recommandés si vous voulez augmenter naturellement vos niveaux de testostérone. Après, je doute que marcher pendant 3 heures a réellement un impact sur votre niveau de testostérone. Je pensais plus à des sports comme la course ou le vélo ou des choses comme ça. Donc, si j'avais un sport à recommander, ça serait des sports plus intenses comme la musculation, le sprint ou des choses comme ça. En ce qui concerne la nutrition, je recommande la vitamine D, le zinc et le magnésium parce que ces différents nutriments ont un impact sur vos niveaux de testostérone. Après avoir fait le tour du sujet sur la testostérone, j'aimerais vous parler de la dopamine. On sait que la dopamine est liée à notre testostérone. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait que de manière générale, plus on a de la testostérone, plus on a de la dopamine et inversement. La dopamine, c'est un neurotransmetteur et elle est liée à comment tu te sens maintenant et comment tu vas te sentir sur le long terme. Elle est responsable de ta motivation et de ta capacité à surpasser les difficultés. Elle a pour but de donner l'alerte et elle est à la recherche du plaisir et la recherche du succès. En fait, la dopamine, elle sait si tu vas dans la bonne direction par rapport à ce que tu veux vraiment faire ou non. La dopamine est donc liée à ta motivation et à ton entrain, ton envie d'avoir les choses. Elle est aussi directement liée à ton désir, ton amour et l'attachement que tu portes envers les personnes. Ce que l'on sait de notre dopamine aussi, c'est qu'elle va dépendre de notre base de référence. Par exemple, quand tu regardes 2 stories Instagram, la première, elle va te faire un gros effet et ensuite la deuxième, elle va peut-être pas te faire réagir. Par contre, si tu avais regardé la deuxième story Instagram avant, peut-être que cette story, elle t'aurait fait de l'effet. En fait, notre pic de dopamine va dépendre de nos précédents pics de dopamine. C'est pour ça que quand tu répètes quelque chose qui te plaît, ton seuil de plaisir ne fait qu'augmenter à chaque fois. La base de référence de dopamine et l'intensité des pics va dépendre de tes activités et de ce que tu manges. En fait, la dopamine colore l'expérience subjective, elle rend les activités plus plaisantes et du coup, par ce fait, elle nous encourage à répéter les activités encore et encore sur le long terme. Maintenant qu'on a parlé de la dopamine, qu'est-ce qui a tendance à augmenter la dopamine? Tout d'abord, ça va dépendre de ce que tu manges, de ce que tu fais. Ça peut augmenter de peu ou de beaucoup et ça va dépendre aussi de l'activité que tu pratiques. Si tu fais une activité que tu aimes, tu auras des plus hauts pics de dopamine. Par contre, si tu fais une activité que tu n'aimes pas, là, pour le coup, les pics de dopamine vont être plutôt bas. Maintenant, je vais faire un petit bilan des choses courantes qu'on pratique, qu'on fait au quotidien et qui augmentent nos niveaux de dopamine. Le chocolat, par exemple, va te procurer un pic de dopamine qui peut être de l'ordre de 1,5 fois par rapport à ton niveau de référence. En ce qui concerne l'acte sexuel en lui-même, il peut augmenter de 1,5 fois à 2 fois ton pic de dopamine par rapport toujours à ta base de référence. La nicotine ou fumer une cigarette par exemple peut te procurer un pic de dopamine étant égal à 2,5 fois ta base de référence. La cocaïne, ça peut aller jusqu'à 2,5 fois et l'amphétamine 10 fois. Donc c'est énorme. En ce qui concerne le sport, ça dépend de la personne et de l'activité si elle te plaît ou non. Mais si c'est une activité qui te plaît, ça peut augmenter ton pic de dopamine par rapport à ta base de référence de 2 fois. En fait, la dopamine, elle a 2 voies et l'une d'entre elles s'appelle la voie mésocortico-limbique. En fait, cette voie, elle va être liée à notre cortex préfrontal qui lui va avoir un impact sur notre pensée, sur notre planification ou sur l'explication rationnelle que l'on aura de quelque chose. Et par exemple, rien que le fait de parler de mon t-shirt qui me plaît, je vais dire ouais, il est à ma taille, il n'est pas taché, je l'aime vraiment bien ce t-shirt. Plus je vais passer de temps à en parler, plus mon niveau de dopamine va augmenter au fur et à mesure que j'en parle, car c'est quelque chose qui me plaît, que c'est une sorte de gratitude. Lorsqu'on fait ce genre de comportement, notre niveau de dopamine va avoir tendance à augmenter par rapport à notre base de référence, évidemment. Par contre, lorsque tu fais une activité que tu n'as pas envie de la faire et que tu la fais quand même, là, ton niveau de dopamine, il va avoir tendance à diminuer au lieu d'augmenter. Donc, je vous incite à ne pas faire des choses qui ne vous plaisent pas. En fait, cela va saboter la libération de dopamine qui aurait pu se produire lors de l'activité. S'entraîner, travailler, faire du sport, étudier va avoir un impact sur ton niveau de dopamine, mais ça va dépendre surtout si tu aimes le faire ou si tu le fais par contrainte. Ça me fait penser aussi que par exemple, lorsque tu prends un shaker, un café avant ta séance ou des choses comme ça, certes, ça aura tendance à augmenter ta dopamine sur l'instant T, mais sur le long terme, c'est pas rentable parce que du coup, ça va diminuer ta base de référence en dopamine. Disons qu'à chaque fois, il te faudra toujours de plus en plus de dopamine pour que, à la fin, tu te motives pour faire l'exercice en question.
Ça me fait penser par exemple à la musique, lorsque les gens mettent de la musique lorsqu'ils font une séance de sport. On pourrait se dire oui, c'est une bonne chose, mais en fait ça nous donne un pic de dopamine et comme je l'ai montré juste avant, vous aurez besoin de toujours plus à chaque fois pour vous motiver. Là c'est la musique, la prochaine fois ça va être quoi? Ça va être un shaker. Après vous aurez toutes les conditions réunies pour que vous puissiez vous entraîner. Il arrive aussi que par exemple on a des importants pics de dopamine lorsqu'on gagne un événement particulier, lorsqu'on gagne le loto par exemple, ou lorsqu'on est récompensé pour notre grand travail de fin d'études ou des choses comme ça, je sais pas. Et bah, ces événements ils sont tellement importants que ça va être même contre-productif parce que du coup les prochaines récompenses que vous aurez, elles ne sont pas du tout de la même hauteur que les précédents pics de dopamine. Et donc vous serez moins motivé, vous serez moins enclin à vouloir aller dans cette direction que si vous n'avez jamais expérimenté les précédents pics de dopamine, le précédent pic de dopamine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire qui peut augmenter naturellement nos niveaux de dopamine? Donc tout d'abord, le premier phénomène, c'est l'exposition au froid. Donc ça, il y a des méthodes qui sont de plus en plus populaires comme la méthode Wim Hof. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ces méthodes fonctionnent. Et bien sûr, il ne faut pas aller dans le choc thermique évidemment, mais rien que le fait d'être 2 minutes à 3 minutes sous l'eau peut déjà avoir un impact significatif sur votre sérotonine mais aussi sur votre dopamine. Mais il faut que ça soit suffisamment inconfortable pour qu'il y ait des effets bénéfiques sur votre santé. Aller dans des eaux qui sont entre 5 et 20 degrés peut déjà avoir un impact significatif sur votre niveau de base de dopamine. La température de tolérance va dépendre de votre capacité à supporter l'eau froide. Plus vous êtes familier, plus il vous faudra une température basse pour avoir les effets bénéfiques. Et en fait, des études ont mis en évidence que rester dans l'eau froide augmente légèrement votre niveau de dopamine, mais plus vous y restez, plus cela augmente votre niveau de dopamine jusqu'à atteindre 2,5 fois votre niveau de référence. Et par rapport aux différentes activités que j'ai mentionnées précédemment, cet effet il dure sur le long terme. En fait, il peut durer jusqu'à 3 heures dans cette étude. Le temps, quant à lui, était de 1 heure d'exposition au froid. En ce qui concerne la fréquence, le mieux c'est évidemment tous les jours, mais si vous ne pouvez pas, le mieux c'est de le faire le plus de fois que vous pouvez dans la semaine. Mais bien sûr, après, le faire plusieurs fois par jour, je ne vous recommande pas forcément, mais sûrement 1 fois par jour, ça devrait suffire. Je le répète, ce qui compte le plus, c'est d'être toujours dans l'inconfort. D'autres études ont mis en évidence que travailler dur pour obtenir une récompense est en fait contre-productif. Même pire encore, ça va être pénalisant pour votre résultat. Il vaut mieux faire quelque chose qui vous plaît et vous serez encore plus motivé à avoir des résultats. Les chercheurs de Stanford ont mis en place une étude où il y avait 2 groupes d'élèves qui aimaient dessiner. Donc il y avait un groupe test et un groupe contrôle. Et dans le groupe contrôle, donc ils leur ont demandé de dessiner sur 1 mois. Et dans l'autre groupe, ils leur ont dit aussi de dessiner sur 1 mois. Et par contre, ce qu'ils ont fait dans ce groupe test, c'est qu'ils leur ont attribué une récompense à chaque fois qu'ils faisaient un dessin. Donc ça pouvait être un petit jouet, hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que les élèves qui avaient une récompense à la fin et qu'on leur a arrêté de leur donner cette récompense, ils ont tous perdu l'envie de dessiner. Et en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on s'attend à une récompense à la fin, en fait, c'est contre-productif. C'est la preuve de ce que je vous ai illustré, ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Il y a différents conseils que j'ai déjà entendus qui disaient « Concentrez-vous non pas sur la récompense finale, mais sur le principe en lui-même ». Ce conseil est un bon conseil et il a été prouvé scientifiquement. Même si c'est dur et que c'est quelque chose qui est même plus ou moins irréalisable, il faudrait se forcer à le faire. Ce qui compte, c'est non pas le résultat, mais le chemin finalement. C'est un peu se mentir à soi-même, mais c'est dans le contexte de se sentir mieux sur le long terme. Et en fait, c'est un des aspects les plus importants de la dopamine, si vous devez retenir quelque chose. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker et à commenter, évidemment. Mais j'ai essayé de faire le tour de la question sur l'œstrogène et la testostérone sans rentrer dans les termes techniques. Et si vous voulez plus d'informations ou si vous avez des problèmes pour atteindre vos objectifs, je vous rappelle que je suis coach et donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour prendre rendez-vous avec moi. À la prochaine, c'était Ruben, à bientôt.